Vous pensiez que le cours d'histoire était ennuyeux? C'est parce qu'ils ont caché les bonnes choses, les choses étranges. Ce soir, nous allons ouvrir le coffre-fort des moments d'OETF historiques. 33 fois où le passé a complètement déraillé, laissant les historiens perplexes et nous demandant « Sérieusement ?» Oubliez les chronologies. Ceci est le bêtisier de l'histoire, sauf que les bêtises impliquaient des baleines explosives et des lapins tueurs. Préparez-vous. 1. La baleine explosive de l'Oregon, 1970. 1970. Florence, Oregon. Problème. Un cachalot de 8 tonnes décide que votre plage est l'endroit idéal pour sa décomposition finale et odorante. La puanteur? Assez puissante pour faire cailler le lait à 3 villes de là. Solution? Évident, n'est-ce pas? La remplir d'une demi-tonne de dynamite. Oui, une demi-tonne? La division des autoroutes de l'Oregon a estimé qu'une explosion contrôlée vaporiserait le monstre gras en bouchée pour mouette. Au lieu de cela, K.A. boum. Ils ont créé un smoothie de baleines grumeleux et aériens. D'énormes morceaux de graisse rance ont plu, écrasant des voitures à un quart de mile de là, envoyant les spectateurs courir se mettre à l'abri sous un ciel de catastrophe calamari. Les reporters ont filmé en direct l'apocalypse glorieuse de la Grèce. Le responsable supervisant ce coup de maître a lancé d'un air impassible. « Eh bien, je suis certain que ça marcherait, si nous utilisions plus de dynamite. » Génial. La leçon n'était apparemment pas « ne dynamitez pas les baleines », mais « utilisez plus de dynamite ». Oregon ne change jamais. 2. La peste dansante de 1518. Strasbourg, France. Plein été, 1518. Une femme, Frau Trophéa, sort dans la rue et se met juste à danser. Pas de musique, juste un mouvement frénétique et non-stop. Compulsif. En une semaine, des dizaines la rejoignent. En un mois, des centaines. S'agitant, tourbillonnant jour et nuit pendant des semaines. Ils ne faisaient pas la fête. Ils mouraient. L'épuisement, les AVC, les crises cardiaques emportèrent des danseurs chaque jour. Les autorités, déconcertées, ont consulté des médecins qui ont diagnostiqué le sang chaud et prescrit « Tenez-vous bien, plus de danse ». Ils ont littéralement construit des scènes, engagé des musiciens, pensant que les affligés pourraient évacuer la fièvre en dansant. Surprise. Cela a empiré les choses, encourageant davantage de personnes à rejoindre cette rave macabre. Hystérie collective? Empoisonnement par l'ergot de seigle provoquant des hallucinations? Une étrange réaction au stress? Personne ne sait. Mais imaginez un flash mob alimenté par la psychose, se terminant non par des applaudissements, mais par des cercueils. 3. L'attaque des lapins de Napoléon, 1807. Pensez à Napoléon Bonaparte, génie militaire, conquérant de l'Europe. Maintenant, imaginez-le mis en déroute, complètement vaincu, par des lapins. 1807. Pour célébrer la signature d'un traité, le chef d'état-major de Napoléon a organisé une grande chasse aux lapins. Il a procuré environ 3000 lapins pour l'amusement de l'empereur. Petit détail, il ne s'agissait pas de lièvres sauvages programmés pour la peur. C'étaient des lapins apprivoisés, provenant de fermes locales, habitués à ce que les humains signifient de la nourriture. Au lieu de se disperser, la horde pelucheuse a chargé. Une vague poilue et implacable a envahi Napoléon et ses hommes déconcertés, sautant sur leurs bottes impériales, grimpant le long de leurs jambes. Le grand général, vétéran d'Austerlitz, fut contraint à une retraite tactique, repoussant frénétiquement les lapins tandis que sa calèche fuyait la Seine. La défaite militaire, la plus adorable et sans doute la plus humiliante de l'histoire. Ne sous-estimez jamais un lapin affamé qui n'a rien à perdre. 4. La Grande Guerre des Émeus, 1932. Australie, 1932. Des vétérans de la Première Guerre mondiale devenus agriculteurs font face à un nouvel ennemi. Non pas la sécheresse, ni les criquets, mais 20 000 oiseaux géants et incapables de voler. Des émeus, migrant en masse, décimaient les cultures de blé en Australie occidentale. Les agriculteurs, beaucoup d'anciens soldats, ont imploré de l'aide. La réponse du gouvernement? Déployer l'armée elle-même. Le major J.P.W. Meredith a mené des soldats armés de mitrailleuses Lewis contre la menace ailée. Les émeus, cependant,
se sont avérés être des ninjas emplumés. Ils ont employé des tactiques de guérilla, se séparant en petits groupes, esquivant les balles avec une vitesse étrange. Meredith a déploré leur surprenante maniabilité, les comparant à des guerriers zoulous. Après des semaines d'embarras, des milliers de balles tirées et un minimum de pertes chez les Émeus, l'armée s'est retirée. Les Émeus ont gagné. Officiellement. Laissez cela s'imprégner. L'armée australienne a perdu une guerre contre des oiseaux. 5. L'inondation de bière de Londres, 1814. 17 octobre 1814. Paroisse de St. Giles à Londres. Un lundi normal, jusqu'à ce qu'une immense cuve de brassage contenant plus de 320 000 gallons de portée se rompe à la brasserie Merks & Company. Une vague de bière sombre et mousseuse de 15 pieds a traversé les murs de la brasserie et a déferlé dans les rues des bidonvilles environnants. Les immeubles se sont effondrés, les sous-sols se sont remplis instantanément. 8 personnes se sont noyées dans la marée collante, principalement des femmes et des enfants piégés dans des maisons qui s'effondraient. Les efforts de sauvetage ont été entravés par le volume impressionnant d'alcool et, selon les rapports, par des habitants qui ramassèrent de la bière gratuite au milieu du chaos. La brasserie a été poursuivie en justice, mais acquittée, l'inondation étant considérée comme un acte de Dieu. Un acte de Dieu impliquant une défaillance catastrophique de la fermentation, peut-être. L'odeur a persisté pendant des semaines. 6. Le synode cadavérique, 897. Ah, la politique papale du IXe siècle, où les rancunes ne durent pas seulement toute une vie, elles s'étendent au-delà de la tombe. Le pape Étienne VI détestait vraiment son prédécesseur, le pape Formose, à tel point qu'en 897, il ordonna que le cadavre de Formose, vieux de 9 mois, soit déterré, habillé de ses vêtements pontificaux complets et placé sur un trône pour être jugé. Étienne hurla des accusations de parjure et de violation canonique au corps en décomposition, tandis qu'un diacre terrifié, caché derrière le cadavre, répondait en son nom. Étonnamment, le défunt Formose fut déclaré coupable. Sa papauté fut annulée, ses vêtements arrachés, ses doigts de bénédiction coupés et son corps jeté dans le Tibre. Plus tard, repêché et réenterré. Étienne VI, il fut plus tard emprisonné et étranglé. Le karma, peut-être, servit plus froid qu'un cadavre en procès. 7. L'événement de la Tunguska, 1908. Sibérie, 30 juin 1908. Le ciel matinal se déchire. Une explosion colossale, estimée à 10-15 mégatonnes, l'équivalent de 1000 Hiroshima, rase plus de 800 miles carrés de forêt isolée près de la rivière Tunguska inférieure. L'onde de choc fit 2 fois le tour de la Terre. Des gens furent nés projetés à terre à des centaines de miles de distance. Pendant les nuits qui suivirent, les cieux d'Europe et d'Asie brillèrent d'une lueur étrange. Le plus étrange? Aucun cratère d'impact. Aucun. La théorie principale est celle d'un météoroïde ou d'un fragment de comète explosant en plein air, à plusieurs miles d'altitude. Mais cela n'a pas empêché les spéculations plus folles. Un minuscule trou noir? Un incident de vaisseau spatial extraterrestre? Nikola Tesla testant un rayon de la mort? Quoi que ce fût, cela laissa une empreinte apocalyptique sans laisser de trou, une carte de visite cosmique qui déconcerte encore la science. 8. L'armée fantôme de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez combattre des fantômes. C'est ce que les nazis ont affronté, grâce à la 23e unité spéciale du quartier général de l'armée américaine. Cette unité top secrète, composée d'artistes, de designers, d'ingénieurs du son et d'acteurs, a déployé des chars gonflables, de faux avions et de fausses pièces d'artillerie sur les champs de bataille en France et en Allemagne. Ils diffusaient des enregistrements de mouvements de troupes et de constructions à l'aide de haut-parleurs géants, créaient un faux trafic radio imitant de vraies divisions et montaient même de faux quartiers généraux. Leur mission? Une tromperie à grande échelle pour duper les Allemands sur la force et l'emplacement des troupes alliées. Ils se sont fait passer pour des unités 2 fois plus grandes qu'eux, attirant les tirs ennemis et détournant des divisions des offensives alliées réelles, sauvant ainsi environ 15 000 à 30 000 vies. Leur existence est restée classifiée pendant des décennies. Du théâtre de guerre, littéralement. 9. La disparition des enfants.
Sauder, 1945. Veille de Noël, 1945, Fayetteville, Virginie-Occidentale. Un incendie ravage la maison de la famille Sauder. George et Jenny Sauder s'échappent avec 4 de leurs 9 enfants. Les 5 autres, Maurice, Martha, Louis, Jenny, Betty, sont piégés à l'étage. L'incendie fait rage, la maison s'effondre. Mais lorsque les cendres refroidissent, aucun reste n'est trouvé. Aucun, disparu. L'explication officielle? L'incendie était suffisamment chaud pour incinérer complètement les corps. Mais George Sauder, un ancien pompier, en savait plus. Des événements étranges suivirent. Un appel téléphonique coupé court, une échelle manquante, des observations des enfants des années plus tard, une photo énigmatique envoyée dans les années 60 montrant prétendument Louis adulte. S'agissait-il d'un incendie criminel? D'un enlèvement lié aux critiques ouvertes de George envers Mussolini? La famille a maintenu un panneau d'affichage demandant des informations pendant des décennies. 5 enfants apparemment effacés par le feu, ne laissant que des questions latentes. 10. Le désastre de la mélasse de Boston, 1919. 15 janvier 1919. Une journée étrangement chaude dans le North End de Boston. Soudain, un énorme réservoir de stockage contenant 2,3 millions de gallons de mélasse brute éclate. Les rivets ont sauté comme des bouchons de champagne. Une vague de matière collante, estimée à 25 pieds de haut et se déplaçant à 35 miles par heure, a déferlé dans les rues. Des bâtiments ont été écrasés, des tramways ont déraillé, des chevaux ont été suffoqués. 21 personnes sont mortes, 150 ont été blessées. Le nettoyage fut épique. Le port est resté marron pendant des semaines. Les habitants affirmaient que les jours d'été chauds, la légère odeur sucrée de mélasse persistait pendant des décennies. Le désastre a entraîné des recours collectifs et des normes de sécurité industrielle plus strictes. La preuve que même quelque chose d'aussi inoffensif que la mélasse peut devenir un tsunami mortel et collant. 11. Le procès des porcs. 386. La France médiévale. Où la justice n'était pas seulement pour les humains. À Falaise, en 1386, un porc fut formellement arrêté, emprisonné et jugé pour avoir attaqué mortellement un nourrisson. Vêtu d'habits humains, un gilet et des gants, selon les récits, le porc comparut devant le tribunal. Des témoins déposèrent. Un avocat de la défense fut probablement désigné. Le porc fut reconnu coupable. La sentence? Une exécution publique par pendaison sur la place de la ville, menée avec toute la cérémonie légale. Les procès d'animaux étaient une réalité, reflétant la croyance que toutes les créatures étaient soumises à la loi de Dieu et à la justice humaine. Pourtant, imaginer un porc faisant appel de sa sentence est le summum de l'absurdité historique. Ouin ouin si vous êtes coupable. 12. Le jour où il plut de la viande. 1876. Comté de Bath, Kentucky, 3 mars 1876. Oubliez la pluie de chats et de chiens. Il a plu de la viande. Pendant plusieurs minutes, des morceaux de ce qui semblait être de la chair crue, décrits comme mesurant 2 à 4 pouces carrés, tombèrent d'un ciel clair sur une petite zone près d'Olympia Springs. Les théories abondèrent. Une intervention divine? Une farce? Les scientifiques analysant les échantillons suggérèrent du tissu pulmonaire, possiblement d'un cheval ou peut-être même d'un nourrisson humain. L'explication la plus plausible, bien qu'étrange, finit par être la suivante. Une grande volée de vautours régurgitant leur repas récent simultanément en survolant les lieux. Imaginez lever les yeux et voir cela. Cela vous fait apprécier une simple bruine. 13. Opération Paul Bunyan, 1976. La zone démilitarisée coréenne. Tendue, toujours. 18 août 1976. 2 officiers de l'armée américaine, taillant un peuplier qui bloquait la vue entre des postes de contrôle, sont brutalement tués à coups de hache par des soldats nord-coréens. La réponse? Pas la diplomatie. Une réaction excessive. 3 jours plus tard, les États-Unis lancèrent l'opération Paul Bunyan. Une force massive, des bombardiers B-52, des chasseurs F-4, des hélicoptères de combat Cobra, des centaines de troupes lourdement armées, des ingénieurs avec des tronçonneuses, descendit sur la DMZ avec une seule mission, abattre cet unique arbre. Les Nord-Coréens observèrent, stupéfaits,
mobilisèrent leurs propres troupes mais n'intervinrent pas. L'arbre fut abattu. Une opération d'aménagement paysager de plusieurs millions de dollars, hautement coordonnée, lourdement armée, pour venger 2 morts et affirmer sa domination sur le feuillage. L'absurdité suprême de la guerre froide. 14. La catastrophe de la parade de mulets du canal Erie, 1825. L'inauguration du canal Erie. Un triomphe de l'ingénierie américaine. Célébrons avec une parade de mulets. 26 octobre 1825, Lockport, New York. Les organisateurs pensaient que présenter les mulets du canal, travailleurs acharnés, serait symbolique. Au lieu de cela, les mulets, absolument terrifiés par les tirs de canon, les foules en liesse et le chaos festif général, perdirent collectivement la tête. Ils s'emballèrent, piétinèrent les rues, renversèrent des chariots, bousculèrent les spectateurs et créèrent un chaos général. Le symbole du progrès se transforma en une démonstration d'anarchie menée par les mulets. Le canal lui-même fut un succès, mais la cérémonie d'ouverture, moins une procession triomphale, plus une fuite devant des ongulés en colère. 15. La momie du pharaon. Prends l'avion, 1974. Même la royauté ancienne a besoin de documents de voyage. Lorsque la momie détériorée du pharaon Ramsès II eut besoin de travaux de restauration urgents à Paris en 1974, les autorités égyptiennes firent face à un obstacle bureaucratique. La loi française exigeait que toute personne entrant dans le pays, vivante ou morte, possède un passeport. La solution ? Délivrer à Ramsès II un passeport égyptien officiel. Profession indiquée, roi, décédé. À son arrivée à l'aéroport du Bourget, le pharaon vieux de 3000 ans fut accueilli avec tous les honneurs militaires, dignes d'un chef d'État en visite. Imaginez la déclaration de douane. Rien à déclarer, juste mon sarcophage et un léger cas de poussière millénaire. L'histoire rencontre la bureaucratie. 16. La malédiction de la tombe de Tamerlan, 1941. Samarcande, Ouzbékistan, juin 1941. Des anthropologues soviétiques, dirigés par Mikhail Gerasimov, décident d'exhumer le corps de Tamerlan, le redoutable conquérant turco-mongol du XIVe siècle, également connu sous le nom de Timur. Les habitants locaux mirent en garde, citant une malédiction inscrite sur sa tombe : « Quiconque ouvrira ma tombe libérera un envahisseur plus terrible que moi. » Les scientifiques se moquèrent, ouvrirent le sarcophage le 20 juin. 2 jours plus tard, le 22 juin 1941, l'Allemagne nazie lança l'opération Barbarossa, l'invasion massive de l'Union soviétique. Coïncidence ? Peut-être. Mais lorsque les restes de Tamerlan furent réinhumés avec des rites islamiques complets en novembre 1942, les soviétiques remportèrent leur victoire décisive à Stalingrad peu après. Cela vous fait réfléchir à 2 fois avant d'ignorer les avertissements anciens, n'est-ce pas ? 17. Le mécanisme d'Anticythère, un ordinateur antique, vers 100 avant J.C. Quelque part en Méditerranée, un navire romain coule au large de l'île grecque d'Anticythère. Avance rapide jusqu'en 1901. Des plongeurs ramasseurs d'éponges découvrent l'épave. Parmi les artefacts remontés se trouve une masse de bronze corrodée contenant des engrenages complexes. Des décennies d'études ont révélé le mécanisme d'Anticythère, un ordinateur analogique d'une complexité étonnante. Cet appareil de la taille d'une boîte à chaussures pouvait prédire les positions astronomiques, les éclipses et même le cycle quadriennal des Jeux Olympiques. Sa sophistication ne serait égalée que plus de 1000 ans plus tard. Qui l'a construit ? Comment ? Était-ce une merveille unique ou un aperçu de sommets technologiques antiques perdus ? C'est comme trouver un iPhone enterré à Stonehenge. Hallucinant ? Incroyable ? 18. La Grande Guerre des Pommes de terre, 1778. Guerre de succession de Bavière, ça a l'air grandiose, non ? Faux. L'histoire s'en souvient mieux sous le nom de Kartoffelkrieg, la guerre des pommes de terre. La Prusse contre l'Autriche, se battant pour savoir qui hériterait de la Bavière. Sauf que, il n'y a pas eu beaucoup de combats réels. Les 2 armées passèrent le plus clair de leur temps à manœuvrer à travers la Bohême,
tentant de couper les lignes d'approvisionnement de l'adversaire et, plus important encore, de piller les caches de nourriture ennemie, en particulier des pommes de terre. Les soldats passèrent littéralement plus de temps à déterrer des patates qu'à tirer des mousquets. Ce fut un conflit bizarre, à faible perte, où la stratégie militaire impliquait apparemment des techniques avancées de pillage de pommes de terre. Frédéric le Grand lui-même aurait été plus préoccupé de sécuriser les champs de pommes de terre que les champs de bataille. Priorité. 19. L'équipage disparu du Mary Celeste, 1872. L'histoire de bateau fantôme par excellence. 5 décembre 1872. Le brick-goélette britannique Dei Gratia découvre le navire marchand américain Mary Celeste à la dérive et désert dans l'Atlantique, à mi-chemin entre les Açores et le Portugal. Voile partiellement établi, cargaison d'alcool dénaturé intacte, navire en état de naviguer, beaucoup de nourriture et d'eau. Effet personnel du capitaine, de sa femme, de leur fille de 2 ans et des 7 membres d'équipage. Toujours dans leur cabine. La dernière entrée du journal de bord ? 9 jours plus tôt, notant leur position. Le canot de sauvetage ? Manquant. Que s'est-il passé ? Des pirates ? Mutinerie ? Attaque de kraken ? Trombe marine ? Un acte criminel impliquant les émanations volatiles de la cargaison ? Les théories abondent, aucune n'est prouvée. 10 âmes ont simplement disparu d'un navire parfaitement sain, laissant derrière elles un mystère maritime étrange qui perdure. 20. La bataille de Karanseb, 1788. Probablement l'échec le plus épique de l'histoire militaire. La guerre austro-turque. 21 septembre 1788. Une avant-garde de l'armée autrichienne établit un campement près de Karanseb, l'actuelle Roumanie. Des hussards achètent du schnapps à des gitans locaux. L'infanterie arrive, veut sa part. Une dispute alcoolisée dégénère. Des coups de feu sont tirés, le chaos éclate. Des unités différentes, parlant des langues différentes, se prennent mutuellement pour des Turcs dans l'obscurité. Des officiers crient « Halt !», ce qui sonne comme « Allah » pour certains soldats. La panique se propage comme une traînée de poudre. L'armée s'attaque essentiellement elle-même toute la nuit. Au matin, des milliers de personnes sont mortes ou blessées. Lorsque l'armée ottomane réelle arriva 2 jours plus tard, elle trouva les Autrichiens déjà vaincus, par eux-mêmes. Le tir ami ne devient pas plus amical ou plus tragiquement stupide que cela. 21. Le mystère des enfants verts de Woolpit, XIIe siècle. Woolpit, Suffolk, Angleterre. Quelque part au XIIe siècle, pendant la moisson. Des villageois découvrent 2 enfants, un garçon et une fille, errant près d'un piège à loups. Leur peau, une distincte teinte verte. Leurs vêtements, un matériau inconnu. Leur langue, inintelligible. Ils refusaient toute nourriture sauf les fèves crues. Finalement, ils s'adaptèrent, apprirent l'anglais et perdirent en grande partie leur pâleur verte. Le garçon tomba malade et mourut. La fille, plus tard baptisée Agnès, expliqua qu'il venait du pays de Saint-Martin, un monde souterrain de crépuscule perpétuel où tout le monde était vert. Étaient-ils des orphelins flamands perdus? Des extraterrestres? Des fées? Des habitants d'une terre creuse? Des chroniqueurs médiévaux rapportèrent le récit sérieusement. Peau verte et fève, les réfugiés les plus étranges de l'histoire. 22. La grande puanteur de Londres, 1858. Imaginez un été si chaud que le fleuve principal de la ville se transforme littéralement en une fosse septique fumante d'eaux usées brutes et de déchets industriels. Bienvenue à Londres, juillet et août 1858. La Tamise, surchargée de siècles de saleté, fermenta sous un soleil implacable. La puanteur, la grande puanteur, était accablante, insupportable. Le Parlement débattit de la fuite de la ville. Des rideaux imbibés de chlorure de chaux furent accrochés à la Chambre des communes pour masquer l'odeur à faire vomir. Les maladies se répandirent à grande vitesse. La crise força finalement le Parlement à financer l'ambitieux système moderne d'égout de Joseph Bazalgette. Parfois, le progrès n'arrive que lorsque l'alternative est littéralement de suffoquer dans ses propres excréments. Vous sentez ça? C'est le parfum de l'investissement dans les infrastructures.
23. L'homme qui survécut à 2 bombes atomiques, 1945. Tsutomu Yamaguchi, un ingénieur pour Mitsubishi Heavy Industry. Le 6 août 1945. Il est en voyage d'affaires à Hiroshima. Il voit un B-29 au-dessus de sa tête. Puis, l'éclair. Picadone. Il est projeté dans un champ de pommes de terre, les tympans perforés, temporairement aveuglés, gravement brûlés. Il survit miraculeusement. Il se pense lui-même, passe une nuit dans un abri anti-aérien. Le lendemain, il se traîne dans un train pour rentrer chez lui, à Nagasaki. Il arrive le 8 août, se présente au travail le 9 août, expliquant le bombardement d'Hiroshima à son patron sceptique. Puis, le second éclair. Il survit de nouveau. Officiellement reconnu par le Japon comme une personne ayant survécu à 2 bombes. Il a vécu jusqu'à 93 ans, militant pour l'abolition nucléaire. Parlez-moi de défier le destin. 2 fois, dans la pire loterie possible. 24. Le mystère de l'île d'Oc. Nouvelle-Écosse, Canada. Une petite île cachant une énigme géante. Depuis 1795, les chasseurs de trésors sont obsédés par le puits au trésor, Money Pit, un puits profond et minutieusement construit, rempli de couches de bûches, de charbon de bois, de mastic et de pièges présumés comme des tunnels d'inondation connectés à la mer. Qu'y a-t-il là-bas? Un trésor de pirates? Le butin des Templiers? Le Saint Graal? Les manuscrits de Shakespeare? Les secrets de Francis Bacon? Les théories sont folles. 6 personnes sont mortes en cherchant. Des millions ont été dépensés à creuser, forer, pomper. Ils ont trouvé des fibres de coco, des fragments de parchemin, des ossements humains, d'étranges inscriptions. Mais le trésor principal, insaisissable. L'île d'Oc est soit le site du plus grand trésor caché du monde, soit l'obsession la plus coûteuse et mortelle de l'histoire en matière de gouffres. Les fouilles continuent, bien sûr que oui. 25. La grande évasion de la roue de fromage, 1835. Imaginez un festival du fromage animé dans la charmante ville d'Athens, Vermont, en 1835. Fierté de l'événement, une meule de cheddar colossale, pesant paraît-il plusieurs centaines de livres, un véritable mastodonte laitier. Au milieu de la célébration, la catastrophe. Le fromage se libère de son étalage, peut-être à cause d'un terrain inégal ou d'admirateurs trop zélés. Il commence à rouler, prenant de l'élan sur la principale artère de la ville. La panique s'ensuit. Les étals du marché sont écrasés. Les habitants sautent pour se mettre en sécurité. La grande meule de fromage continue sa course folle, un mastodonte laitier en fuite, avant de finalement plonger dans un fossé boueux. Un soupir de soulagement parcourt la ville, mêlé à l'odeur de cheddar affiné. L'incident est entré dans le folklore local, prouvant que parfois, l'attraction principale prend littéralement la poudre d'escampette. 26. L'appartement secret de la Tour Eiffel, 1889. Lorsque Gustave Eiffel dévoila sa controversée tour en treillis de fer pour l'exposition de Paris, il y inclut un petit avantage pour lui-même, un appartement privé près du sommet. Pas un penthouse tentaculaire, mais un coin douillet et somptueusement meublé à plus de 300 mètres au-dessus de la ville. Il était doté de papier peint, de placards en bois, d'un piano à queue et d'un équipement scientifique rudimentaire. Eiffel l'utilisait pour recevoir des invités comme Thomas Edison, effectuer des observations météorologiques et, vraisemblablement, simplement profiter de la vue imprenable, loin au-dessus des critiques qui qualifiaient sa tour de monstrueuse. La haute société parisienne bourdonnait d'envie, offrant des fortunes pour un seul séjour d'une nuit. Eiffel refusa toutes les offres. Certains privilèges du génie sont non négociables. Aujourd'hui, restauré, il offre un aperçu du monde privé de l'ingénieur, perché dans le ciel. 27. La guerre de l'oreille de Jenkins, 1739. Les conflits internationaux commencent généralement à cause de terres, de ressources ou d'idéologie. Celui-ci, il a commencé à cause d'une oreille. Plus précisément, l'oreille coupée d'un capitaine de marine marchande britannique, Robert Jenkins. En 1731, des gardes-côtes espagnols abordèrent son navire au large de la Floride, l'accusèrent de contrebande et lui coupèrent l'oreille en guise d'avertissement. 7 ans plus tard,
Jenkins présenta de manière spectaculaire l'oreille marinée au Parlement britannique, attisant la fureur anti-espagnole. La guerre fut déclarée en 1739. Des batailles firent rage à travers les Caraïbes et la Géorgie pendant des années. Tout cela à cause d'un lobe d'oreille malheureux et d'une bonne dose de rivalité impériale. Cela vous fait vous demander quelles autres parties du corps ont secrètement influencé la géopolitique. 28. L'épidémie de rire du Tanganyika, 1962. La preuve que parfois, le rire n'est pas le meilleur remède. Le 30 janvier 1962, Kashasha, Tanganyika, aujourd'hui la Tanzanie. 3 écolières d'un internat commencent à rire. Cela se propage et se propage. Des crises de rire incontrôlables, ponctuées de pleurs, d'agitation, parfois de douleur. En quelques semaines, 95 des 159 élèves sont touchés. L'école est contrainte de fermer. L'épidémie se propage aux villages voisins à mesure que les élèves rentrent chez elles. Durant des mois, affectant plus de 1000 personnes, fermant 14 écoles au total. Qu'est-ce qui l'a causé? Une maladie psychogène de masse? Une réaction au stress? Un virus bizarre? Les médecins étaient déconcertés. Le rire finit par s'estomper, laissant derrière lui l'une des épidémies les plus déconcertantes et étrangement troublantes de l'histoire. Imaginez être incapable d'arrêter de rire, même quand ça fait mal. 29. Le canular de Berners Street, 1810. Londres, 27 novembre 1810. Madame Tottenham, résidant au 54 Berners Street, passe une très mauvaise journée. Pourquoi? Parce que le farceur Theodore Hook avait parié qu'il pouvait faire de n'importe quelle maison de Londres l'adresse la plus discutée en une semaine. Sa méthode? Envoyer des milliers de lettres, toutes demandant des livraisons et des services à l'adresse de Madame Tottenham le même jour. Des livraisons de charbon, des gâteaux de mariage, des pianos, des médecins, des avocats, des prêtres, des ramoneurs, des poissonniers, des dignitaires, dont le Lord Maire de Londres, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, et même le duc d'York, tous ont convergé vers la paisible rue résidentielle. L'embouteillage s'ensuivit. Le chaos régna. Hook a observé le désordre se dérouler depuis une fenêtre voisine, gagnant ainsi son pari. Probablement le plus grand troll in real life de l'histoire. 30. Le grand canular lunaire, 1835. Avant Photoshop, il n'y avait que des écrits vraiment convaincants. En août 1835, le journal New York Sun a publié une série de 6 articles, prétendument reproduits du Edinburgh Journal of Science, détaillant des découvertes astronomiques sensationnelles faites par Sir John Herschel à l'aide d'un nouveau télescope révolutionnaire. Les articles décrivaient la vie sur la Lune, des forêts luxuriantes, des océans, des créatures ressemblant à des bisons, des licornes bleues et, plus célèbre encore, des humanoïdes ailés appelés Vespertilio Homo ou hommes chauve-souris, vivant en harmonie pastorale. Le public est devenu fou. Le tirage a explosé. Tout cela était, bien sûr, une pure fabrication. Le Sun a ensuite admis le canular en imputant la faute à l'auteur supposé. L'incident a souligné le pouvoir des médias sensationnalistes et la propension du public à croire à l'extraordinaire. Des hommes chauves-souris sur la Lune? Pourquoi pas? 31. Balloon Fest 86, Cleveland. Parfois, les bonnes intentions mènent au désastre environnemental et à des images surréalistes. 27 septembre 1986. Cleveland, Ohio, visait un record mondial et un spectacle de collecte de fonds réconfortant. United Way a lâché près de 1,5 million de ballons à hélium simultanément en centre-ville. La vue était initialement à couper le souffle, puis un front froid est arrivé. La pluie a forcé les ballons vers le bas, recouvrant la ville, le lac Erie et les zones environnantes d'une mer de latex se dégonflant lentement. Cela a interféré avec les hélicoptères de sauvetage des gardes-côtes qui cherchaient 2 plaisanciers disparus, retrouvés noyés par la suite, a obstrué les voies navigables, effrayé les chevaux et provoqué un chaos général. Le record du monde a été établi, mais le Balloon Fest est devenu un exemple notoire d'un coup de relations publiques qui a tourné spectaculairement et tragiquement mal. 32.
L'année sans été, 1816. Imaginez des tempêtes de neige en juillet en Nouvelle-Angleterre. C'était en 1816, l'année sans été, causée par l'énorme éruption de 1815 du mont Tambora en Indonésie, la plus grande éruption volcanique de l'histoire enregistrée, qui a projeté d'énormes quantités de cendres volcaniques dans la stratosphère, obscurcissant la lumière du Soleil à l'échelle mondiale. L'Europe et l'Amérique du Nord ont connu un temps estival étrangement froid, entraînant des récoltes désastreuses, des pénuries alimentaires, des émeutes et la famine. Des rabat-joie ont signalé du gel en Virginie en août. Cela a stimulé l'expansion vers l'ouest aux États-Unis alors que les agriculteurs cherchaient dans de meilleurs climats. Mary Shelley, coincée à l'intérieur pendant des vacances suisses moroses cet été-là, a écrit Frankenstein. Même les catastrophes climatiques ont des côtés positifs, apparemment. Ou, vous savez, des chefs-d'œuvre littéraires nés de l'ennui. 33. L'émeute du jour de la Sainte Scolastique, 1355. Oxford, Angleterre, 10 février 1355. Les tensions entre la ville et l'université explosent, à cause d'un mauvais vin. 2 étudiants universitaires se sont plaints de la qualité du vin servi à la taverne Swindlestock. Des mots ont été échangés. Du vin a été jeté, puis les poings. Bientôt, des citadins armés d'arcs et de flèches ont affronté des érudits armés de, probablement de livres et d'un sentiment de droit. Les combats ont fait rage pendant 3 jours. Des dizaines de personnes ont été tuées, principalement des érudits. Les conséquences? Le roi est intervenu, prenant fortement parti pour l'université. Pendant les 470 années suivantes, le maire et les fonctionnaires de la ville ont dû défiler annuellement pieds nus dans les rues de la ville et payer une amende d'un penny pour chaque érudit tué. Tout cela parce que quelqu'un avait dénigré le millésime de la taverne. Ne sous-estimez jamais la fureur d'un étudiant privé d'une boisson décente. 901-33 plonge dans le grand bain de l'histoire, là où la réalité a oublié ses médicaments. Des événements si bizarres qu'ils rendent la fiction prévisible. Lequel de ces récits a complètement bouleversé votre compréhension du passé? Quelle histoire vous donne envie de construire une machine à voyager dans le temps juste pour y retourner et crier « Vous êtes sérieux ?» Dévoilez votre absurdité préférée dans les commentaires ci-dessous. Et si vous pensez que l'histoire n'est que dates et noms ennuyeux, cliquez sur ce bouton d'abonnement, car nous ne faisons que commencer à révéler les couches de bizarreries glorieuses et déconcertantes. Vous ne croirez pas ce que nous allons déterrer ensuite.